David, permettez-moi de dresser le portrait qui, je crois, sera familier pour les agriculteurs. Donc, vous avez une industrie qui, pendant des années, voire des décennies, honnêtement, durant des générations, a persisté grâce à des rendements de type marginaux et à des allocations gouvernementales plutôt faibles sur le portefeuille économique. Puis, en 2005, vous avez dit que les 6 années suivantes, que ces 6 années ont changé le futur de l'agriculture. Dites-nous quels ont été ces facteurs de changement et pourquoi en 2005, tout a soudainement changé. Nous avons constaté un changement sur les marchés mondiaux. Nous avons vu une croissance économique en Asie qui commençait à prendre de l'ampleur. Et au même moment, nous nous sommes concentrés sur les biocarburants car nous tentions de profiter de cette offre supplémentaire. Tout ceci s'est produit en même temps. Nous avons vu des changements se produire et le prix des grains se mettre à ralentir. Nous avons vu le monde reconnaître que le Canada avait des grains, des minéraux, des huiles, et cela a contribué à l'augmentation du dollar canadien. Et donc, nous avons seulement vu ce changement graduel, et tout à coup, le monde a réellement reconnu, constaté qu'un changement majeur avait eu lieu. Il y avait plus de demandes pour les grains et les prix se sont mis à augmenter. Donc, les agriculteurs qui étudient cette période de 6 ans dont vous avez parlé, qui a changé l'agriculture et se demandent « Est-ce que ceci est notre nouvelle réalité? Est-ce une bulle qui va éclater? Parlez-nous des facteurs qui ont changé. S'agit-il de facteurs de développement durable? » Certains facteurs ont changé, mais pas réellement changé. C'est tout simplement que les gens ont commencé à voir leurs effets. Le premier facteur est cet éveil face à la croissance rapide de la population mondiale qui atteindrait 9 milliards d'individus au milieu du siècle. Évidemment, ce facteur n'avait pas changé, mais subitement les gens se sont mis à réfléchir aux impacts sur la demande en nourriture. Et au même moment, la croissance économique contribuait à l'augmentation des salaires dans des pays tels que la Chine, l'Inde, la Malaisie, l'Indonésie, et lorsque les gens gagnent plus d'argent, leurs habitudes alimentaires changent. Ils consomment plus de protéines et d'aliments préparés. Ils se sont mis à acheter plus et les gens se sont dit « Vous savez, nous allons avoir besoin de 70 à 100% plus de nourriture qu'aujourd'hui d'ici le milieu du siècle. Où allons-nous prendre toute cette nourriture? » Nous ne possédons pas plus de terres agricoles, à l'exception de l'Afrique, et nous devrons augmenter nos productions, et nous devrons possiblement payer plus cher. Donc, vous aviez tous ces changements qui se produisaient et au même moment, vous aviez les biocarburants qui consommaient près de la moitié de la production de maïs aux États-Unis, ce qui a réduit l'offre sur le marché. Les prix se sont donc mis à grimper, et au même moment, certains pays ont réagi négativement en instaurant des restrictions d'échange. Donc, nous avons vu une augmentation très rapide, suivie d'une légère baisse en 2009, lorsque la récession a frappé, et depuis ce temps, l'augmentation se poursuit. Je crois que nous continuerons de voir une augmentation. Nous verrons plus d'instabilité qu'auparavant, une instabilité présente depuis 2007 et qui se poursuivra. De façon générale, parlez-nous de ces facteurs qui ont contribué à ce grand changement. Pouvez-vous nous dire s'il y a réellement un lien, mais curieusement, à un moment où l'économie globale réelle est sur le point d'entrer ou de sortir d'une récession globale? Est-ce simplement une coïncidence si l'agriculture se porte si bien? Sont-ils liés d'une certaine manière? En fait, l'agriculture et l'industrie alimentaire sont quelque peu à l'abri des forces mondiales, car les gens doivent se nourrir. La croissance économique se poursuit en Asie, ce qui crée toujours, malgré une légère baisse, une grande demande et donc une pression. Il y a toujours ces mandats reliés aux biocarburants qui créent de la demande. Une des choses très intéressantes à propos de ce qui arrive en ce moment est que les gens reconnaissent qu'il y a un secteur qui semble à l'abri de plusieurs forces économiques mondiales, et cela est très intéressant pour les investisseurs. Nous dénotons donc un intérêt accru pour ce secteur. Cela est également très intéressant pour les gouvernements qui se demandent d'abord où sont situées les entreprises stables que nous pouvons supporter. Si vous produisez correctement et supportez la transformation des aliments à divers niveaux, vous obtenez un taux d'emploi élevé dans ces deux secteurs ainsi qu'une activité économique accrue. Et ce sont donc des secteurs très intéressants car nous assistons à une croissance accrue de l'intérêt envers l'environnement, non du côté négatif, mais plutôt comme une opportunité de combattre le réchauffement planétaire. Nous assistons également à un intérêt accru en matière de santé, et tous ces aspects contribuent à rendre ces secteurs particulièrement intéressants reliés à l'agriculture. À un moment donné, l'économie mondiale se retirera de la récession, que ce soit d'ici 5 ans, 10 ans ou peu importe. Qu'arrivera-t-il alors à ces facteurs qui influencent l'agriculture lorsque la récession se dissipera? En premier lieu, nous verrons probablement une augmentation de l'activité économique, car les gens auront plus d'argent,
particulièrement dans les pays en voie de développement. Donc, une plus grande demande pour la nourriture et pour les protéines. Cela sera une bonne chose. Il y aura probablement plus de concurrence pour les ressources, telles que les carburants et l'argent, dans une certaine mesure. Il y aura une plus grande accessibilité à l'argent. De façon générale, je crois que ce sera une très bonne chose pour les secteurs de l'agriculture et l'industrie alimentaire. Habituellement, vous arrivez à obtenir une valeur plus élevée pour votre produit lorsque l'économie se porte bien, mais je crois qu'actuellement, nous vivons une période prospère prolongée pour ces secteurs. Dernière question pour vous. Vous avez parlé d'une recherche et la raison pour laquelle vous l'avez réalisée. J'aimerais citer un de vos articles dans lequel vous dites que vous voulez que les chefs d'entreprise, les décideurs politiques, producteurs et investisseurs changent leur façon de voir l'agriculture. Qu'en est-il de leur point de vue actuel de l'agriculture? Plusieurs se sentent désolés pour l'agriculture et croient qu'il s'agit d'une industrie et d'un groupe de personnes qui auront constamment besoin d'aide, alors qu'en réalité, c'est faux. C'est seulement vrai si vous regroupez tout en même temps et que vous prenez les 10 000 agriculteurs qui vendent près de la moitié de leur production canadienne et regroupez-les aux 110 000 autres agriculteurs qui gagnent la majorité de leur salaire hors de la ferme. Voilà une façon différente de voir les choses. J'aimerais que ces gens reconnaissent que les plus grandes fermes commerciales s'en tirent très bien et pensent différemment à l'exploitation et à leur avenir que les plus petits agriculteurs. Donc, si la politique regroupe tout ensemble, cela ne fonctionnera pas. Vous vous retrouvez avec des politiques qui, actuellement, probablement n'aident en rien ces deux groupes. Je crois que pour les plus petits, nous devons réfléchir à ceci. Quel type d'aide ont-ils besoin? Comment les intégrer au marché de plus grande valeur afin qu'ils réussissent mieux? Et avec les plus grands, il faut se demander comment les intégrer aux marchés mondiaux. Comment peut-on leur permettre d'élargir leur production et les choses qu'ils font? Toujours un plaisir et toujours instructif. Merci beaucoup. Tout le plaisir est pour moi. Merci.